messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Au Parlement, la désignation des députés au sein des instances sous-régionales ne posera pas de problème. La clé de répartition des sièges est désormais connue. Contrôle des chantiers d'asphaltage à Cotonou, le ministre du Cadre de Vie est allé s'imprégner de l'évolution des travaux sur les différents sites. Les axes routiers Révier, Calaville-Tota et Missé-Saint-Os-Ivier confiés à l'entreprise Ebomaf piétinent. Le directeur général des infrastructures est allé remonter les bretelles aux responsables de Ebomaf. Merci et bienvenue à cette édition à porte-de-veau, la clé de répartition des députés au sein des institutions nationales et sous-régionales connues. Eh bien, c'est à la faveur de la plénière de cette semaine, la commission des lois en charge de l'étude du dossier rendu public son rapport. Guillaume Avienon. La commission des lois a rendu public ce jeudi son rapport sur la proposition de la modalité de désignation des représentants de l'Assemblée au sein des parlements sous-régionaux et régionaux, CIP-UEMOA, le Parlement de la CEDEAO, puis le Parlement panafricain, mais aussi au sein de 3 institutions nationales, l'Autorité de protection des données à caractère personnel, la PDP, la Commission béninoise des droits de l'homme et enfin la Haute Cour de justice. Au terme de plusieurs jours de travaux pendant lesquels les débats ont porté sur le type de modalité de désignation, les commissaires ont à l'unanimité retenu une répartition sur la base du principe à valeur constitutionnelle de représentation proportionnelle majorité-minorité décidé par la Cour constitutionnelle en janvier et février 2009 pour la désignation de leurs représentants au sein des 3 parlements sous-régionaux et régionaux. Les membres de la commission des lois ont aussi tenu compte de certaines dispositions des textes régissant ces parlements qui stipulent que ces anciens membres réélus conservent leur siège et qu'une place de choix soit accordée aux femmes. Au sujet du Parlement panafricain, le principe majorité-minorité s'applique aisément. La seule contrainte ici est l'exigence de 2 femmes au moins. La Commission suggère que chaque groupe parlementaire désigne au moins une femme. Au sujet du Parlement de la CEDEAO, l'application des textes régionaux amènerait le groupe parlementaire bloc républicain à disposer de 3 sièges au lieu de 2 que leur confère le principe de majorité-minorité. Au sujet de CIP-UEMOA, l'application du principe de la majorité-minorité ne souffre de rien. La seule contrainte ici est l'application de l'article 07 du règlement intérieur du comité interparlementaire en vertu duquel, je cite, « Les membres du comité restent en fonction jusqu'à la mise en place du Parlement de l'UEMOA à condition qu'ils conservent la qualité de membres de l'organe législatif de leur État. » Fin de citation. En l'espèce, 3 anciens membres conservent leur qualité de députés. Des contraintes qui amènent les 10 membres à recommander des discussions entre les 2 groupes parlementaires Union progressiste, fort de 46 députés et Bloc républicain 37 députés, pour la finalisation des listes de candidatures en vue de la répartition des sièges à pourvoir par parlement régional ou sous-régional. Nombre de sièges, Union progressiste 3, Bloc républicain 2. Total, nombre de députés 83, nombre de sièges 5. Sur la base de cette répartition, le groupe parlementaire Union progressiste désigne 3 représentants dans chacun des 3 parlements régionaux, soit 9 représentants. Le groupe parlementaire Bloc républicain désigne 2 représentants par parlement régional, soit 6 représentants. Cette clé de répartition permet de pourvoir et attribuer au total 9 sièges à l'Union progressiste et 6 sièges au Bloc républicain. Une fois la répartition des sièges acquise, le président de l'Assemblée nationale va inviter les 2 groupes parlementaires de l'institution à proposer des candidatures suivant les sièges attribués à chaque groupe. Le bureau de l'Assemblée nationale va ensuite procéder à la constitution d'une liste unique des candidatures enregistrées par Parlement, censée compter nommément les 5 députés choisis pour chacun des 3 parlements régionaux ou sous-régionaux. C'est donc
Ces listes qui vont finalement être soumises au vote à bulletin secret à la plénière. Il faut rappeler que suivant la même méthode et à partir d'une répartition sur la base du principe à valeur constitutionnelle majorité-minorité, confondu cette fois-ci à la répartition proportionnelle par groupe parlementaire sur les 3 sièges à pourvoir au sein de l'autorité de protection des données à caractère personnel, l'Union progressiste a droit à 2 sièges et le Bloc républicain 1 siège. Sur les 2 sièges à pourvoir au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, chaque groupe parlementaire devrait se retrouver avec 1 siège chacun. Et sur les 6 sièges à attribuer à la Haute Cour de justice, l'Union progressiste et le Bloc républicain devraient obtenir chacun 3 sièges. Les parlementaires se retrouvent jeudi prochain en plénière pour le vote en vue des différentes désignations. Le reste au Parlement, en prélude donc au point de presse que l'institution qui préside va animer les 27 et 28 juin prochains à Paris en France sur les élections législatives au Bénin. Le président du Parlement africain de la société civile, Jean-Claude Dro-Kessé, est allé remettre ce vendredi à Porte-Nouveau au président de l'Assemblée nationale le rapport de l'observation du dit processus assuré par le Parlement africain de la société civile. On l'écoute au micro de Guillaume Avienne. Il y a un message important que nous avons bien évidemment adressé à M. le Président. Nous lui avons dit que tout changement profond dans la vie d'une nation rencontre bien évidemment des contestations. L'exemple qui est connu de tous, vous savez, c'est celle de la France. L'arrivée du président Macron a suscité beaucoup d'espoir en France. Au-delà de cet espoir, lorsqu'il a voulu apporter des réformes profondes dans la vie de la France, eh bien vous constatez que depuis des mois, il rencontre une grande contestation jamais connue en France. Ce n'est pas le Bénin qui désire bien évidemment apporter des réformes profondes dans la vie des populations qui ne connaîtraient pas de contestation. Nous comprenons donc ce qui se passe ici au Bénin. Nous estimons que la démocratie béninoise se porte bien et tout ceci est conseillé dans ce rapport définitif que nous avons. C'est normal, il y a des avancées, il y a à faire, il y a bien évidemment des réformes, mais cependant nous estimons que le Bénin se porte mieux. Le président a apprécié notre visite, il a promis bien évidemment que nous allons nous rencontrer les jours qui viennent. Il a estimé qu'il va prendre donc le temps de feuilleter, de comprendre et de lire notre rapport. Et je crois que nous nous sommes compris. Retour sur cette décision de la haute juridiction qui a jugé irrecevable la requête de Martine de Souza-Tillon contre la candidature de Amar Onsou au poste de conseiller à la RAC. C'est l'une des décisions rendues hier par la Cour constitutionnelle. Le Neka Bazaou. C'est la sentence de la haute juridiction. La requête de Martine de Souza, épouse à Tillon, est irrecevable. Elle a formé un recours en inconstitutionnalité de la classification de la candidature de Armand Godonou Onsou, monteur à l'ORTB, au poste de conseiller à la RAC. Considérant qu'ayant déjà jugé par décision DCC 0962 du 12 mai 2009 que les concepts de professionnels de l'audiovisuel de la communication et de professionnels des médias recouvrent la même réalité, qu'il y a lieu de dire et juger que la mention professionnelle des médias ne constitue pas une violation de la Constitution, que par ailleurs, et par la même décision, il a été jugé que l'expression professionnelle, dans le cas d'espèce, s'entend de l'aptitude avérée à exercer un métier sans que cette aptitude soit nécessairement sanctionnée par un diplôme. Qu'il s'ensuit que tout professionnel de médias, diplômé ou non, est habilité à participer à la désignation de ses pairs à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Considérant qu'en l'état où l'espèce n'apporte aucun élément nouveau au terme du débat, il y a lieu de dire que le recours est irrecevable pour chose jugée. En conséquence, dit que le recours est irrecevable.
En ce qui concerne 4 autres requêtes relatives aussi aux candidatures au poste de conseiller à la RAC et tendant aux mêmes fins, la Cour constitutionnelle a estimé qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision. Il s'agit notamment des recours formés contre Franck Potiémin, Basile Thibozo et Guy Constant Eroumi pour violation du code électoral de la presse béninoise. Article 1er dit que la requête de M. Médis Agbeunko est recevable. Article 2 dit que le protocole additionnel A1 SP1/12 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance n'est pas applicable à l'espèce. Article 3 dit que l'article 13 du Code électoral de la presse est contraire aux articles 15 et 16 de la loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Article 4 dit que les articles 98 et 99 du Code électoral de la presse sont contraires à l'article 98 de la Constitution. Article 5 dit que les articles 13, 98 et 99 du Code électoral de la presse sont séparés de l'ensemble du texte. Article 6 dit que la modification du Code électoral de la presse par l'Assemblée spéciale n'est pas contraire à la Constitution. Voilà qui vient désormais situer les professionnels des médias par rapport au scrutin du 15 juin prochain. Et parlons maintenant des acteurs du secteur de la justice et de l'autorité nationale de lutte contre la corruption qui se sont retrouvés hier à Cotonou. Eh bien, ils ont réfléchi aux relations stratégiques entre leurs deux institutions. C'était à la faveur d'un atelier placé sous le thème ANLC Justice, une nouvelle alliance pour une meilleure gouvernance au Bénin. Aurélie Choton, Simon Vian. Cette séance de réflexion s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l'autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, et la justice. Une collaboration voulue par la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Il s'agit d'un partenariat stratégique pour une plus grande efficacité de cette lutte. Les réflexions tournent autour du thème ANLC Justice, une nouvelle alliance pour une meilleure gouvernance au Bénin. Il s'agit pour le présent atelier de réfléchir et de présenter un état des lieux sur la collaboration entre l'autorité nationale de lutte contre la corruption et la justice, de trouver des mécanismes pour rendre plus effective la dénonciation par l'autorité nationale de lutte contre la corruption au procureur de la République des faits relevant de la corruption, de rendre plus fonctionnelles les dispositions de la loi portant organisation judiciaire qui portent sur la constitution de partie civile pour l'autorité nationale de lutte contre la corruption sur les faits de corruption, de définir les modalités pour rendre plus effectives les demandes de concours de la justice auprès de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, d'identifier les thématiques pour des activités de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la corruption au regard des infractions récurrentes dont la justice a connaissance. Une alliance dont la pertinence est reconnue et appréciée par le gouvernement. Selon le représentant du ministre de la Justice, la lutte contre la corruption, plus qu'une obligation, est une nécessité pour tout pouvoir qui aspire au mieux-être de son peuple. En effet, la délinquance en matière de corruption revêt de multiples formes et gagne chaque jour en finesse. Donc, devant une telle situation, il est plus que nécessaire pour les différents acteurs de cette lutte de consolider leurs relations et conjuguer leurs efforts. Au cours des travaux de cet atelier, les participants devront examiner l'étendue et les limites de la collaboration entre les deux institutions afin de proposer de nouvelles pistes pour une amélioration des moyens de lutte contre la corruption au Bénin. Le ministre en charge du cadre de vie et du développement durable est allé s'enquérir de l'évolution des chantiers d'asphaltage dans la ville de Cotonou. José Didier Donato, accompagné des cadres de la mairie de Cotonou et des responsables des entreprises et des missions de contrôle, a sillonné les différentes ruelles promises à un changement d'aspect sous peu. Jérôme Mouba et Pétronilo Koso.
Dans la rue 7008 Cotonou-Saint-Michel, Anselme Salakon est un coiffeur. Il est témoin du démarrage il y a quelques mois des travaux d'asphaltage devant son atelier. C'est moi-même qui creusais de débouchés pour l'eau stagnante. Avec ces travaux, je suis très content. J'apprécie beaucoup la gouvernance du chef de l'État, qu'il aille de l'avant. Dame Sourou, dans la rue, jadis impraticable du ministère de l'Agriculture, aujourd'hui en plein asphaltage, apprécie les travaux. Nous avons normal parce que nous étions seuls à subir les effets de la dégradation de cette voie. Donc, cet asphaltage nous réjouit beaucoup. Mais les travaux sont lents. Ces remarques sont partagées par le ministre du Cadre de vie. José Tonato était dans les rues des lots 2A, 1A, 6A et 3A. Si retard, malfaçon, non-respect des normes de sécurité caractérisent certains chantiers, d'autres par contre ont pu arracher le sourire à l'autorité. Je suis satisfait de l'avancement global du projet. Et les 4 lots que nous avons visités dans Cotonou, nous avons 2 lots presque exemplaires. Le lot 6A, qui est tenu dans le quartier Cocotier, Hevive, Aéroport et consorts par la société Sogeas Atome, et également le lot sur lequel nous nous trouvons, le lot 3A, qui est tenu par une autre composante de Sino Hydro qui nous donne beaucoup de satisfaction. Pour la mission de contrôle, les travaux s'exécutent selon les normes en la matière. Que ce soit le lot 6A de l'entreprise Sogeas Atome, les travaux qui sont en cours se rapportent à l'assainissement, les travaux de terrassement et les travaux de chaussée. Et tel que vous aurez constaté, une bonne partie du quartier Cocotier a déjà reçu la grave non traitée 060 en fondation. Les caniveaux sont presque partout dans cette zone. Également sur ce lot 3A, c'est pratiquement les mêmes travaux qui sont en cours. Il s'agit des travaux d'assainissement, vous allez voir un peu partout les caniveaux. Les zones qui sont prévues pour être revêtues en pavé, vous allez constater qu'il y a des pavés qui ont commencé déjà par être posés sur certaines rues du lot 3A. Également, nous avons les travaux de chaussée, la mise en place de la couche de base et de la couche de fondation, également qui ont démarré sur ce lot. Le projet asphaltage est l'un des projets phares auxquels le gouvernement accorde une importance capitale puisqu'il doit impacter le vécu quotidien des populations. Dans quelques mois, grâce au président Patrice Talon, le visage de la ville de Cotonou va changer. C'est heureux de constater que les travaux d'asphaltage qui sont entrepris comportent non seulement l'élaboration, donc la construction des voies d'assainissement, mais également l'aménagement des voies et aussi l'éclairage. L'éclairage et la pose même des arbres pour l'ombre. Donc, il y a tout un verdissement qui va rendre quand même joyeux, qui va mettre à l'aise les populations de notre ville. Et nous en sommes très fiers, nous en sommes contents et nous remercions donc le gouvernement de la République par rapport à cela. Pour le reste, eh bien, il suffit de maintenir le cap, la pression sur les entreprises qui ont quelques difficultés. Il n'y a pas encore de doléances, juste que l'accès à leur maison, la population, ils souffrent un peu, mais on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. On leur dit, on les sensibilise, on leur dit que ça va prendre juste un peu de temps et que tout va entrer dans l'ordre. Un cadre de vie assaini est un préalable à un bien-être social des populations. D'un chantier à un autre, la Direction générale des infrastructures était en visite sur les chantiers de construction des axes Révier, Calavi, Kota et Mississippi aux Iviers et Domi. Eh bien, les nuisances causées aux populations et les délais d'exécution des travaux étaient les préoccupations majeures évoquées au cours de cette visite. Ghislain Poguet, Ouessensla Saroïman. A été dit là. Quand vous avez fait ça. Là où les pavés sont enlevés, c'est une zone où
Je pense qu'il y a 2 mois que ça a commencé. Non, oui. Tu veux que je te... Séance de questions-réponses sur le chantier de construction de l'axe Révier-Calavikota. La Direction générale des infrastructures est descendue sur le chantier suite aux plaintes des populations qui souffrent le martyre avec les nuisances que leur imposent les travaux. Les nuisances, c'est un travail quotidien que nous faisons par rapport à ça pour essayer d'atténuer ces nuisances. Le directeur général des infrastructures constate le contraire. C'est pas à peine de mentir pour dire oui, bon, vous n'avez rien fait. Rien et rien. Je suis venu ici parce que la saison des pluies arrive. Et je sais que vous créez beaucoup de nuisances aux populations. Et elles ne sont pas contentes. Je n'hésiterai pas à suspendre les travaux. Si je pense que je constate que vous n'avez pas pris des mesures pour que, même en cours de chantier, que des gens puissent circuler dans une aise donnée. Ce que vous ne faites pas. Second point d'insatisfaction, l'avancement des travaux. Le délai consommé aujourd'hui, on doit être aux 2/3 du délai. 2/3 du temps déjà consommé. Mais les travaux sont-ils exécutés eux aussi aux 2/3? Oui, pratiquement. Faux, réplique Jacques Ayadji. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'était vrai, on ne serait pas ici. On va rester au bureau et savoir que tout se passe bien. Notre manière d'assumer notre part de responsabilité dans le retard, c'est de leur accorder un délai supplémentaire de 10 mois. Donc au 7 juin 2020, ils doivent avoir terminé les travaux. Au thème de la visite, c'est un double engagement qui est pris. Il est demandé à l'entreprise de faire des efforts pour soulager, un tant soit peu, les usagers, pour éviter des désagréments, surtout que nous rentrons dans la période des pluies. Il va sans dire que c'est un engagement à double titre, c'est-à-dire un engagement d'assurer la qualité des ouvrages et un engagement aussi de ne pas créer des désagréments aux usagers. Et je tiens beaucoup à le dire aujourd'hui, c'est le respect aussi des délais. Vivement que Ebomaf mette derrière elle cette difficulté pour éviter les nuisances aux populations. Construire les axes Révier-Calavikota et Missé Saint-Ozinvier Sedjedenu de bonne qualité dans les délais prévus. Atelier national de promotion et de partage d'informations sur l'accréditation, c'est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce qui vise à faire connaître davantage le système ouest-africain de l'accréditation à travers le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Huguette Ndelo. La qualité des produits et services reste une préoccupation majeure des États. Au Bénin, plusieurs actions sont menées pour apporter des réponses concrètes à cette préoccupation. La création du SOAC, Système Ouest-Africain d'accréditation, en juin 2010, avec pour mission essentielle de gérer la politique communautaire en matière d'accréditation, vient assurer la promotion et le développement de la qualité dans les secteurs d'activité économique. La présence du SOAC dans notre espace régional présente des avantages indéniables pour nos pays, en ce sens qu'elle apporte une plus grande confiance dans des données fournies par les organismes d'évaluation de la conformité, pouvant servir de base pour des décisions ayant un impact sur l'économie, la sécurité, la protection de la santé et de l'environnement. L'opéralisation du SOAC permet aux bénéficiaires, que sont les laboratoires, les organismes de certification et d'inspection, de se faire accréditer à moindre coût. 6 organismes d'évaluation sont désormais accrédités par le SOAC. Il s'agit entre autres du laboratoire d'étalonnage de masse de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité du Bénin. Le 11 juin prochain, les candidats au certificat d'études primaires vont démarrer les épreuves, les compositions. Alors cet examen a vu défiler des années durant plusieurs générations d'apprenants. Mais aujourd'hui, l'on se demande si le diplôme du CEP a toujours son importance. Suivez ce magazine réalisé par Ariane Silva. Le certificat d'études primaires est un diplôme de base qui sanctionne la fin des études primaires. Auparavant, avec ce diplôme, on pouvait se faire une place sur le marché de l'emploi. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. Bon, actuellement, le CEP n'a plus la valeur comme en temps. Parce qu'avant, par exemple, quand vous avez le diplôme du CEP, c'est que vous pouvez postuler à n'importe quel concours.
Vous pouvez postuler à n'importe quel concours, vous pouvez aller à la douane, à la police, un peu partout à la poste. En même temps aussi, avec le CEP, vous pouvez être moniteur, vous pouvez enseigner. Alors qu'actuellement, bon, le minimum maintenant c'est le bac, sinon plus. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce fait. Bon, le CEP a perdu sa valeur parce que, bon, vous avez vu, bon, les diplômes aussi ont été un peu dévalués. Bon, et compte tenu quand même du niveau qui baisse tout le temps des apprenants et puis quand même des éducateurs également. Avant, il faut un certain âge avant d'accéder à la classe de CI. Beaucoup de parents aujourd'hui, vous allez voir, à 3 ans, on vient, on inscrit l'enfant, vous refusez, ils les amènent dans les écoles privées. Donc, l'enfant qui n'a pas encore le mental prêt pour aller à l'école, on le met de force. Et il est là, il commence, et difficilement, vous allez voir, au fil des années, c'est très difficile pour qu'il sache que ce qu'il veut faire est sérieux. Le CEP, le certificat d'études primaires, n'a pas conservé sa valeur originelle, mais ce n'est pas une raison pour en arriver à sa suppression, estiment ces acteurs de l'éducation. Je préfère qu'on le garde parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau quand même de développement de conscience professionnelle. Parce que vous savez, bon, vous ne savez pas comment l'enfant a évolué du CI au CM2. Peut-être qu'on l'a aidé, par exemple, il y a tout ça là. S'il faudrait quand même qu'on supprime le CEP et qu'il aille au collège, je ne sais pas ce qui va devenir celui-là. Il est vrai que pour postuler à un emploi, on ne nous demande pas le CEPE. Mais le CEPE continue d'avoir sa valeur. Parce qu'on ne peut pas faire 6 ans sans pouvoir apprécier l'enfant, sans pouvoir l'évaluer au point de certifier son niveau et de lui délivrer une attestation qui prouve qu'il a fini le niveau primaire. J'ai croisé des aînés qui n'ont que le niveau CPE. Et quand vous les voyez parler le français, ils n'ont rien à envier à nos apprenants qui ont le bac, actuellement ou bien qui ont le PPC. Ce diplôme est toujours important parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un master, d'avoir une licence ou bien une maîtrise. Non. Certains, on leur demande qu'est-ce que tu sais faire. D'accord ? Maintenant, même si tu veux apprendre la couture aujourd'hui, il faut pouvoir lire au moins le centimètre. Si tu n'as pas été à l'école, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas compter 1, 2, 3, au moins jusqu'à 20. Donc tout le monde n'est pas appelé à finir dans un bureau. Nous avons les artisans, nous avons, comment dirais-je, les plantons. Donc chacun a son rôle à jouer dans la société. Le certificat d'études primaires reste donc un diplôme au même titre que les autres. Mais il importe de revoir le système éducatif pour renforcer sa valeur. Eh bien, ce journal sur FM, merci pour votre fidélité à 23h30 à Ouachiri pour le JT Soir. Merci et à demain.